Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le plan d'action du nouveau gouvernement est arrivé. D'abord et d'emblée, deux petites remarques. La première est que le dit plan se veut un instrument de mise en œuvre du programme du président de la République. Un président de la République illégitime, sorti d'une casquette de général, imposé au peuple algérien dans une farce électorale sans précédent connu en termes de fraude électorale. La deuxième remarque est que le même dit plan va être soumis à l'APN, l'Assemblée populaire nationale, un parlement tout aussi illégitime, lui aussi issu d'une fraude électorale massive en 2017 et constitué de macros de la politique, de corrompus notoires, d'opportunistes de tout poil, dont le seul rôle est de dire oui à tout ce que soumet le maître des lieux, les chefs de l'armée, via leurs intermédiaires de façade, de pure façade. Tout ceci pour dire et avertir, comme le dit l'adage, que faqidu shay la ya'ti. Nul ne peut donner ce qui est hors de sa portée. Autrement dit, et dans le meilleur des cas, même si ce plan d'action brille par la très haute tenue de son contenu, il restera sujet de ses propres contingences, de son propre contexte et du cadre dans lequel il évolue. Mais il y a lieu de retenir, tout particulièrement dans le préambule de ce plan, qu'un ton nouveau a fait intrusion dans le microcosme. Un discours qui n'est pas sans rappeler l'extraordinaire sortie du procureur du tribunal de Sidi Mohamed, hier seulement, qui, contrairement à ce que tout le régime attendait de lui, s'est fait non pas le procureur, mais l'avocat des prévenus. Il n'a pas requis de peine contre eux, mais il a plaidé pour leur acquittement et leur élargissement immédiat. Et il s'est fait le très brillant et très émouvant défenseur du Hirak, de ce peuple qui tente de se libérer de l'étreinte mortelle d'un régime mafiocratique. Et fait sans précédent, pour un procureur, dans ce pays pris en otage par une oligarchie militaire, ce procureur, il a puissamment revendiqué, voire exigé, l'indépendance de la justice et la fin des verdicts sur commande. Même démarche systémique dans ce plan d'action du gouvernement, même s'il sacrifie au politiquement correct, à la langue de bois et à l'habituelle et sempiternelle phraséologie du régime. Je vais vous lire quelques passages du préambule de ce plan d'action. Vous allez être surpris. Déjà, son chapitre premier est titré ainsi. Écoutez bien, le titre du chapitre premier du plan d'action. Je cite, pour une nouvelle république née des aspirations populaires. Une nouvelle république née des aspirations populaires. Je suis tenté de dire waouh. Vous n'avez pas l'impression que c'est un comité de rédaction du Hirak qui est l'auteur d'un tel titre? Mais attendez, ce n'est pas fini, c'est juste hallucinant. Ces deux événements, la sortie du procureur de Sidi Mohamed et les termes avec lesquels est rédigé le contenu de ce plan d'action du gouvernement, semblent n'être ni isolés, ni fortuits, ni des faits qui ont survenu par pur hasard. Écoutez d'abord les déclarations du procureur. Je le cite, c'est lui qui parle. Les Algériens marchent résolument vers une nouvelle Algérie où la justice sera libre et indépendante.
Ils scandent des slogans dans ce sens. C'est pourquoi je prends mes responsabilités en tant que représentant du ministère public et je refuse toutes les instructions et les injonctions venant d'en haut. En vertu du principe de l'indépendance de la justice, je demande l'application de la loi au profit de ces personnes. Le parquet demande officiellement l'acquittement. Fin de citation. Et plus loin, il dit ceci, je le cite, « Je ne peux pas être contre ce que veut le peuple. » Fin de citation. Et plus loin, il dira aussi, je le cite, « J'allais appliquer juste la loi, mais en entendant ces jeunes qui sont en train de donner une leçon de courage et défendre l'indépendance de la justice et l'intérêt de la nation, moi, en tant que procureur, représentant de la société, je défends le peuple, je défends ces jeunes et je leur demande la relaxe. » Fin de citation. Et je rappelle que ces paroles sont ceux d'un procureur de la République, et non pas n'importe quel procureur, mais celui du tribunal de Sidi Mohammed, le tristement célèbre tribunal de Sidi Mohammed, le bastion de l'injustice, totalement soumis au régime. Et je rappelle que ce même procureur, il y a quelques semaines seulement, requérait des peines très lourdes contre les mêmes hiéraquistes qu'il sublime aujourd'hui. Écoutez maintenant quelques extraits que j'ai pris de ce plan d'action du gouvernement. Je cite, « Dans un formidable sursaut historique caractérisé par un pacifisme hors du commun, le peuple algérien a exprimé et affirmé sa forte aspiration pour le changement, la démocratie, la justice sociale et l'état de droit. » Fin de citation. Plus loin, dans le même préambule, la consolidation et le développement de la liberté d'une presse plurielle et de médias indépendants. Fin de citation. Plus loin, dans le même préambule, la communauté nationale à l'étranger est une partie intégrante de la communauté nationale. Elle est au cœur des préoccupations de l'État. Le gouvernement sera à son écoute pour garder un lien affectif avec la mère patrie et la prise en charge des problèmes qu'elle rencontre à travers la mise en place de dispositifs permettant à nos sœurs et frères établis à l'étranger de participer activement au développement de leur pays. Fin de citation. Et il y en a d'autres comme ça. Un plan d'action qui fourmille de déclarations de ce genre, où le parler vrai, l'affirmation de principes très forts, la condamnation très forte du régime qui pille le pays qui le tient en otage, sont pour le moins insolites. Alors, quelle conclusion tirer de ce qui est en train de se passer au sein du régime, à Sidi Mohammed, dans ce plan d'action du gouvernement, dans cette nomination par décret de hauts responsables, puis leur invalidation sans aucune explication, par on ne sait même pas qui a invalidé ces nominations signées par décret. Cette sortie inédite d'un procureur de la République contre le régime, qui l'a placé à cette fonction et à ce poste, un plan d'action du gouvernement dont le contenu semble être celui du comité de rédaction du Hirak, réactivation très intense du Hirak, dont certains nous avaient prédit l'essoufflement, rumeurs d'affrontement au sommet de la junte et toute une ambiance de fin de règne qui laisse imaginer que des choses bougent et que nous pourrions très vite entendre parler de grands bouleversements au sein du régime, d'un régime enfin
Régime. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici Boukhalifa Ben Mammar, militant politique. Boukhalifa, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, bonsoir cher ami, bonsoir à tous vos invités, c'est toujours un plaisir de venir. Merci beaucoup. Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Moussab, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, bonsoir à toi, aux invités, aux téléspectateurs. Merci. Alors, au téléphone, nous avons Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Et Fatih Titouche, militant politique, qui est avec nous en Skype. Fatih Titouche, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci à vous. Alors, mes chers amis, d'abord ce que j'ai signalé dans mon introduction, c'est ces choses qui arrivent au cœur du régime, qui semblent annoncer quelque chose, du moins un certain remous, pour le moins, au sein du régime. Mais aussi cette information qui vient de tomber, les révélations de Saïd Bouteflika lors de son procès, qui lance des pavés dans la mare, qui dit des choses ahurissantes et dont nous allons parler aussi. Alors d'abord, on se lance cette histoire de procureur de la République qui se comporte comme s'il était un avocat du Hirak. Bien sûr, il faut savoir aussi qu'il y a une constante dans ce régime, parce qu'il y a une lutte de pouvoir, donc c'est ça la constante, qu'il y a toujours un déchirement interne. Donc il ne faut jamais prendre la parole pour la parole elle-même, donc ce qui constitue un premier degré. Toute parole est un positionnement sur un échiquier. Et en fait, ce n'est pas un échiquier au sens des jeux d'échecs, mais sur un ring où il n'y a pas de loi. Donc ici, c'est ce procureur même qui condamnait avec des peines impressionnantes, mais irraisonnables, irrationnelles, des gens qui sont sortis pacifiquement, des gens qui n'ont fait que brandir un emblème. C'est le même qui requérait des peines très lourdes. Hein. C'est le même, puisque c'est dans la même configuration, c'est dans le même tribunal. Et donc, ici, ce changement brusque, certes, même si c'est sur un plan formel, c'est déjà une avancée, c'est un signe au Hirak, mais il ne faut pas le prendre au sens fort d'un pas vers le Hirak ou d'un changement de cap. Il faut mesurer les choses et comprendre que ce positionnement de forme est en même temps non seulement une position de principe, mais un placement dans l'échiquier du pouvoir. Ici, en fait, ce qui est ciblé en premier lieu, ce n'est pas le Hirak, ce ne sont pas les militants du Hirak qui sont emprisonnés ou qui sont condamnés, c'est un coup qu'on adresse à un camp adversaire sur l'échiquier du pouvoir. En fait, ce sont des clans qui se dressent les uns contre les autres et que chacun essaye de porter un coup le plus lourd possible pour qu'il soit le plus déstabilisant possible à l'égard de l'autre camp au pouvoir. Ça veut dire, d'après vous, ce procureur ne s'est pas exprimé comme ça par conviction, par enthousiasme. C'est juste qu'il y a quelque chose au sein du pouvoir qui a fait le déclic, qui a fait en sorte qu'il s'exprime. Exactement. En fait, il est très certain qu'il ne parle pas de son chef, mais qu'il y a un chef qui lui a dicté ce comportement. Ici, en Algérie, avec ce régime, on sait on n'a pas de justice indépendante. Donc, faut pas... Mais lui a demandé l'indépendance de la justice. Oui, il l'a demandé parce que ça ne vient pas de lui. Encore une fois, nous avons non pas une ligne juridique, mais il y a toujours, comme pour le journalisme et les lignes éditoriales, il y a toujours des lignes téléphoniques qui dictent un positionnement. Peut-être que lui-même, il ne va pas le comprendre en profondeur, mais il sait que la juridiction, que la magistrature en Algérie fonctionne par ordre et non pas par processus juridique ou des textes de loi. Boukhalifa. Ce qui est extrêmement difficile à la fois, et on est tenté de simplifier un peu la vision que l'on a des remous qui traversent le régime algérien, c'est qu'on peut avoir cette démarche interprétative. C'est-à-dire qu'on peut faire dire à certains événements ce qu'ils pourraient éventuellement dire. Mais ça ne reste que des remous, d'une part. Et ça veut dire qu'aussi,
depuis la nomination, je ne dirais pas élection présidentielle, mais depuis la nomination d'une personnalité civile à la tête de l'État comme président, les différents clans qui se partagent le pouvoir en Algérie n'ont pas encore trouvé un modus vivendi. Donc ça, c'est l'une des constantes du... C'est encore le... Voilà. La gestation. Exactement. Et puis je pense que des fois, ça peut se faire assez vite parce qu'ils arrivent à dégager des terrains d'entente, la gestion de la rente surtout, la nomination en poste clé, ce qui est important. Et ça peut être dans les services de sécurité, dans les douanes, tout ce qui a trait à tout ce qui peut être de l'ordre de la corruption de tous les jours et éventuellement ce qui peut être de la corruption régalienne. Donc, je m'arrête là. Concernant le juge du tribunal de Sidi Mohamed, on ne peut pas révolutionner une fonction, le procureur, on ne peut pas révolutionner une fonction du jour au lendemain, ni encore lui changer son paradigme. Donc une fois encore, on va être sur... Mais c'est énorme. Oui. Un procureur de Sidi Mohamed, les Algériens connaissent, je parle pour les gens qui ne connaissent pas Sidi Mohamed. Sidi Mohamed est un tribunal maudit. C'est le tribunal du régime. Et à plus forte raison, c'était le tribunal des Bouteflika et de Gaït Saleh. On fait dire à ce tribunal tout ce qu'on veut. Condamner des gens, les libérer, les acquitter. Et les juges qui sont mutés là-bas, tous les magistrats, procureurs, juges de siège et tout, ce sont des gens qui ont été sélectionnés, triés sur le volet. Et voilà qu'un procureur de ce tribunal sort des clés et il nous dit des choses énormissimes. Indépendance de la justice, refus d'obéir à des injonctions, reconnaissance que la justice se rend par des injonctions téléphoniques, il reconnaît la bonne marche du Hirak, ce que fait le peuple est extraordinaire selon lui. C'est incroyable. C'est plus qu'un plaidoyer, c'est une tribune. Cela dit, il représente le ministère. Oui. Donc, qui dit représenter le ministère, donc représente le gouvernement, donc l'exécutif, et tout en sachant chez nous, c'est qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc, il représente le pouvoir. Du moins, la façade civile qui est présentée à l'opinion publique algérienne ou à l'opinion publique internationale. Mais encore une fois, si on se cantonne à la démarche interprétative, on se retrouve dans une spéculation qui peut aller dans tous les sens. Mais la nature cette propre... spéculation de Mossab qui dit que cela dénote de quelque chose qui se passe au sommet, c'est l'expression d'un malaise au sein du pouvoir, au sein du régime, de friction, peut-être même plus, de lutte intestine. Au fait, pour qu'il y ait des frictions à l'échelle du régime, les sujets de friction ont toujours été le partage et la gestion de la rente, d'une part, et d'autre part, la nomination au poste clé. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours que ces clans puissent réduire la capacité de nuisance des uns et des autres, ce qui leur permet d'avoir un équilibre pour une certaine période. D'ailleurs, c'est ce qui se passe tout le temps. Donc, une fois qu'un consensus est trouvé pour nommer un chef de l'état-major ou pour surtout des postes sensibles, donc là, on voit un début de normalisation. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est une période assez trouble pour tous ces clans. Et le nerf de la guerre reste fondamentalement l'argent, et l'argent, ils en manquent. Ils en manquent cruellement. Et ils en manquent. Nous allons y venir tout à l'heure, justement. Et il y a le facteur temps. Alors, faites un petit touche sur ce même sujet qui laisse deviner peut-être qu'il se passe quelque chose au sein du régime. Ces nominations signées par décret du nouveau président imposé, désigné, qui ont été annulées, signées tout de suite, sur place. Celle du DG de l'ENTV dans la même journée, signé le décret a été annulé, on ne sait même pas par qui ça a été annulé, ça a été invalidé. Pareil pour le DG des douanes qui a été limogé, invité à rejoindre ses foyers et le décret a été invalidé. Pareil pour la nomination du nouveau DG des douanes qui a été nommé à ses fonctions par décret
présidentielle est validée par un conseil des ministres. Ça a été annulé et on ne sait pas par qui. Puis cette sortie du procureur qui tire à boulet rouge sur le régime qu'il a nommé, puis ce plan d'action du gouvernement dans les termes du préambule laisse penser que c'est presque un comité de rédaction du Hirak qui en est à l'origine. À votre avis, Fatih Titouche? Alors moi, pour répondre, en fait, j'essaye de prendre quelques repères. Le premier nous ramène aux années 90 où Ali Haroun lui-même avoue et reconnaît avoir participé à une réunion dans laquelle on décide d'arrêter un processus électoral qui coûtera à l'Algérie 60 000 morts. Tous ceux qui étaient présents dans cette réunion ont validé et ont considéré que 60 000 morts n'étaient pas quelque chose d'énorme, quelque chose de juste ahurissant. Et on a arrêté le processus électoral et il y a eu plus de 200 000 morts. Alors ça, c'est le premier repère. Le deuxième repère remonte à pas très loin. La première sortie enfin, c'était pas la première, mais contre toute attente, Gaïd Salah sort et dit qu'il soutient la rue et qu'il soutient cette révolution du peuple et qu'il l'amènera jusqu'au bout pour réaliser toutes les revendications du peuple. Il parle à ce moment-là de l'article 7 et 8 et de la restitution du pouvoir au peuple. Ce même Gaïd Salah va ensuite nous prouver que tout ce qu'il avait fait était d'essayer de créer des lignes de fracture à l'intérieur du Hirak pour le dévier de ses objectifs et régénérer ce régime. Donc, maintenant, si je lis les témoignages de l'avocate Aouisha Barti, qui dit avoir assisté plusieurs fois au plaidoyer du même procureur où il était gêné quand il faisait, quand il plaidait pour des peines assez lourdes et que cette fois-là, elle avait vu l'émotion dans sa déclaration, on pourrait tenter de penser que il a agi en son âme et conscience et que c'est un mouvement de conscience en lui et qu'il s'interrogeait sur le sort du pays, etc. On peut faire ce genre d'interprétation. Sauf que moi, la seule chose que je pourrais retenir comme leçon, c'est de me dire que finalement, nous avons raison de demander une Algérie nouvelle. Nous avons raison d'être dans la rupture avec ce système parce que ce système, il est tout sauf un véritable État dans lequel les institutions fonctionnent. Quand on fait des nominations comme ça, et quand on ne sait même pas qui a annulé ces nominations, on ne sait plus où sont-elles ces institutions, l'institution de la présidence, l'institution de la justice, l'institution de l'armée, qui obéit à qui. Donc nous avons là la preuve formelle que nous avons raison d'être en rupture totale avec ce régime-là, d'être complètement en décalage avec le calendrier de ce régime, d'être vraiment concentré sur nos objectifs à nous, notre calendrier à nous. Et il y a une donnée importante aussi, bon, pour rester intellectuellement honnête, ça reste que des témoignages d'amis proches à moi. Le dernier vendredi du témoignage de ces personnes était un vendredi au parfum de février 2019. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme et il y a une attente forte pour la commémoration du premier anniversaire de ce magnifique sursaut populaire. Donc, moi, j'ai tendance à croire aussi que nous vivons dans un régime autoritaire, totalitaire, qui use aussi, qui pourrait, c'est une piste parmi d'autres, que c'est juste, comme le disait votre invité, qu'on vit un moment dans lequel il y a des rééquilibrages internes et que donc chacun use de son pouvoir d'influence, essaye de peser oui, mais sur cette des rééquilibrages, est-ce que nous pouvons appeler ce qui se passe juste des rééquilibrages, des repositionnements à un moment où des décrets du président de la République, leur président, celui qu'ils ont installé à la faveur d'une fraude,
ils font annuler sans même donner d'explication. C'est plus que de la caricature, c'est plus que de l'abus. Aussi, est-ce qu'on peut appeler rééquilibrage un procureur dans un régime mafiocrate, Sidi Mohamed, connu pour être le bastion de la junte et de l'oligarchie, qui arrive et qui se retourne d'une façon très violente, très forte contre ses propres commanditaires? Mais il n'y a pas que ça, il y a des choses ici et là qui sont en train de nous dire qu'il y a plus que des rééquilibrages, qu'il y a peut-être des affrontements, peut-être même plus. Peut-être même sommes-nous à la veille d'un coup d'État ou je ne sais, ou d'un coup de force. Personnellement, je n'y crois pas à ça. Je ne crois pas qu'il y aurait un coup d'État ou qu'on est dans cette échelle-là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que qu'est-ce qui empêche ce président, justement, avec toutes les prérogatives dont il dispose, si ce président a fait ce programme-là, a fait cette déclaration parce qu'il a été soutenu par une frange, alors disons une frange de ces généraux qui le poussent dans un sens, alors pourquoi ce président n'y va pas au bout? Qu'est-ce qui l'empêche réellement d'aller au bout? Il a toutes les prérogatives. Il a les prérogatives. Il a des prérogatives théoriques. Mais vous savez très bien que le seul vrai maître du jeu, c'est la junte. C'est le commandement militaire. Absolument. Et donc, ça nous ramène à la nature de ce régime-là. Que c'est un régime qui n'est pas institutionnel, c'est un régime mafieux dans lequel il y a des forces non constitutionnelles, non institutionnelles qui dirigent le pays. Et cette gestion-là, c'est celle-là dont nous refusons totalement. Et donc, personnellement, je ne crois pas à ces histoires de... Parce que nous les avons déjà vécues. En fait, ce genre de situation, nous les avons vécues à l'approche de toutes les élections. Nous avons parlé plusieurs fois de lutte interne entre Toufiq et le clan Bouteflika, puis entre Tartag et Toufiq, entre tous ces éléments-là. Mais toujours, mais c'était le cas. C'était le cas. Il y avait ces affrontements. En fait, je finis juste par ça, c'est qu'ils arrivent toujours à trouver un consensus et la raison objective, de mon point de vue, et ce qui lie ces personnes, ce qui les rassemble, est beaucoup plus fort que tout ce qui pourrait les diviser. Et restez avec nous, Tito, vous êtes tout simplement en train de nous dire que tôt ou tard, ils finiront par s'entendre sur notre dos, même s'il y a des petites anicroches. Alors, Aïssa Rahmoun, j'aimerais d'abord que vous commenciez par essayer de nous commenter cette sortie du procureur de Sidi Mohamed. Je reviens, comme l'avait déclaré Maître Aouissa Barti, et que je partage parfaitement. Il s'agit d'un magistrat qui fait office de procureur, de représentant du ministère public, qui, dans des procès précédents du port de l'emblème à Nazir ou de publications sur les réseaux sociaux, avait requis des peines très lourdes allant jusqu'à 2 ans de prison ferme. Il les a requis à contre-cœur ou avec conviction, mais le fait est là et les faits sont têtus. C'est qu'il y avait eu un réquisitoire qui voulait condamner ces jeunes manifestants, ces jeunes du Hirak. S'agit-il d'un déclic, d'un éveil, d'une prise de conscience de ce magistrat? Marhaba. Il faut accueillir les bonnes intentions et les déclics favorables au sursaut populaire et au respect de la volonté populaire. Mais entre-temps, je vous rappelle de 2 courriers. Le premier émanant de l'inspection du ministère de la Justice, de la Chancellerie, qui ordonnait aux magistrats de signaler leurs collègues magistrats dans des prises de décision judiciaires qui sont douteuses. Et ils pouvaient dénoncer leurs collègues, leurs confrères magistrats en étant anonymes. Ça veut dire que c'est un appel officiel de l'inspecteur général du ministère de la Justice aux juges
il leur a donné un numéro de fax, il leur a dit voilà un numéro, vous pouvez nous signaler tous les jugements qui sortent du cadre légal et vous pouvez les signer de façon anonyme pour dénoncer votre propre collègue. Ça veut dire que c'est un appel à délation anonyme. Et je vous laisse poursuivre. Tout à fait, mais là, ça reste une pratique policière en fin de compte. Et le degré suprême d'une dictature, c'est que le citoyen, c'est quand on arrive au citoyen qui guette les mouvements de son voisin, aux collègues qui guettent, qui surveillent les mouvements de son voisin, qui espionne son collègue, qui espionne son confrère. C'est ça le degré suprême de la dictature en fin de compte. Et je vous rappelle qu'une note, après un communiqué du syndicat des magistrats, et un autre communiqué du secrétariat général de la même chancellerie qui annule la première instruction émanant de l'inspection. Et le ministre de la Justice dans tout ça? Dans tout ça, le ministre de la Justice, il se comporte en juge, c'est quelqu'un qui intervient pour jouer la médiation entre le secrétariat général, l'inspection. Et dans cette affaire, quelle a été sa position? Parce que c'est gravissime que son inspecteur général appelle à la délation anonyme, que son secrétaire général annule la note de son inspecteur général. Et lui, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous informe que ce procureur, aujourd'hui, il a été convoqué par l'inspection du ministère de la Justice. Alors, donc, quelque chose de nouveau. Donc, ce procureur qui a fait cette déclaration, vous nous apprenez qu'il a été convoqué par l'inspecteur général. Tout à fait. C'est des informations qu'on avait eues à travers le club des magistrats, qui est un club de jeunes magistrats qui essayent de faire leur travail en toute âme et conscience. Il nous informe que ce magistrat a été officiellement convoqué par l'inspection du ministère avec un questionnaire. Donc, je voulais vous dire en fin de compte, il y a trois pistes d'analyse si on veut commenter et se situer par rapport aux déclarations du procureur qui a siégé hier au tribunal de Sidi Mohamed. La première piste, il s'agit d'un déclic professionnel, c'est tant mieux. Deuxième déclaration, c'est une lutte effrénée, c'est une lutte acharnée. Le torchon brûle entre le ministère de la Justice et la plupart des magistrats siégeant au parquet ou au siège. Troisième piste, il s'agit d'un porte-voix. Quand on voit la déclaration aujourd'hui, effectivement, du Conseil des ministres, et le préambule, effectivement, qui rejoint parfaitement la sémantique et le vocabulaire du Hirak, il s'agit effectivement du porte-voix d'un procureur dans l'establishment judiciaire et des magistrats en même temps. Je vous donne aussi une information. Aujourd'hui, à l'occasion du procès intenté à l'encontre de Louise Ahnoun, le procureur général militaire, à l'occasion de l'interrogation de Habba Al-Arbi, qui était secrétaire général de la présidence, il lui rappelle un fait gravissime. Une instruction émanant de la présidence qui s'ingère dans les affaires judiciaires du tribunal militaire. Il commente l'instruction en lui disant « Maintenant, le Goddam, ça ne va plus se passer comme ça ». Il n'y a plus d'instructions, il n'y a plus de talimat, il n'y a plus de téléphone. C'est le procureur général qui non seulement a reproché à l'ex-secrétaire général de la présidence son intrusion dans les prises de verdict militaires, mais en plus il lui promet que ça ne se passera plus comme ça et que le tribunal militaire n'acceptera plus d'intervention au lieu, c'est ça? Tout à fait. Le secrétaire général avait la fonction de transmettre, c'est une boîte aux lettres, mais l'instruction, elle venait d'un autre cercle, c'était le cercle présidentiel. Donc vous voyez, dans cette fresque, presque, je dirais, kafkaïenne, effectivement, il y a lutte au sein du régime. Et la preuve, les indices, je ne vais pas parler d'indices, il y a des preuves palpables. Quand on nomme un directeur général des douanes, qu'on le dégomme quelques heures après, quand on nomme un DG de l'ENTV, qu'on le dégomme
juste après. Vous savez, c'est une violence institutionnelle. Mais qui a dégommé? Est-ce que, à votre niveau, par exemple à Alger, au niveau des avocats, est-ce que vous avez une idée de qui a annulé ce décret présidentiel validé par un conseil des ministres? Est-ce que vous avez une idée? Qui a annulé, sachant que personne n'est au-dessus de Tebboune, si ce n'est le haut commandement militaire, l'état-major? Tout à fait. Ben, sur cette question, je ne peux pas vous répondre. On n'a pas des éléments et des sources d'analyse fiables ou qui peuvent nous permettre de nous porter ou de nous situer dans une piste d'analyse assez importante. Mais le fait est là. Le fait est que le président, par décret présidentiel, passant par un conseil des ministres, sa décision a été remise en cause. Ça, en tout état de cause, comme disait l'autre stratège allemand, quand on ne connaît pas les commanditaires, il faut y aller les bénéficiaires. Qui a nommé l'ancien DG des douanes au temps du gouvernement Bedoui, qui a permis à ce corps qui est les douanes, un corps très sensible, très important dans le commerce international, de faire des affaires. Et dans la grande corruption. Et dans la grande corruption. De faire passer des centaines, voire des incroyables comme chiffres de conteneurs qui n'étaient pas enregistrés auprès de leurs services. Et en fin de compte, l'État profond, comme disait tout à l'heure Fatah Titouche, je partage son avis, l'État profond, la police politique, la junte militaire sont toujours là à contrôler, à se partager le pouvoir. Une course effrénée à la prise de pouvoir réel, actuellement, est en train de se faire au niveau... Et restez avec nous, Aïssa Rahmoun, je reviens à vous dans un moment. Moussab, c'est une question que se posent tous les Algériens. Qui a annulé ces décrets présidentiels qu'a signé M. Tebboune au sujet de plusieurs nominations, dont celle du DG de l'ENTV et du DG de la douane et du limogeage de l'ex-DG de la douane qui n'est plus un ex puisqu'il est toujours en poste maintenant? En fait, il faut savoir que ce régime a une culture autoritaire. Donc cette culture lui donne une forme d'action qui, même si les agents changent, l'action reste peu ou prou la même. Et cette culture, quand on l'étudie, elle nous évite justement les spéculations et on est dans l'interprétation. L'interprétation s'appuie sur le réel et l'exemple, les exemples récurrents. La spéculation, c'est le fruit de l'imagination. À partir de là, nous, on a ce régime qui était de tout temps divisé en 3 corps qui se fusionnent ou qui se détachent. Mais toujours, c'est ça. Donc, on a le clan de la présidence, on a l'état-major, et généralement, il y a un autre qui est la police politique, c'est-à-dire les généraux, non pas militaires, mais plus que les militaires, les généraux sécuritaires. Oui. Donc, actuellement, cette configuration est sans précédent, en fait, avec le régime algérien, parce que d'habitude, les généraux sécuritaires, ils sont liés, attachés, scellés par ou bien la présidence ou bien l'état-major. Or, actuellement, on a un président qui n'est pas constitutionnel, il n'est pas légal, donc désigné, donc il est en position de faiblesse. On a un état-major... Alors, au sujet de cette partie sécuritaire, DRS pour le nommer, il a été dégommé par le duo Gaïd Salah-Saïd Bouteflika. Il était dégommé autant que DRS, mais oui. En fait, il peut prendre plusieurs noms, mais sa substance reste la sécurité militaire. Oui, mais elle a été rattachée sous le commandement de l'état-major. De l'état-major. Ce qui n'était pas le cas du temps de Taufik. Effectivement, parce qu'avec Taufik, c'était un corps c'était un corps à côté, et c'était le corps qui était au-dessus de tout le monde. Ce qui est impressionnant. Mais le clan, le duo, le binôme Saïd Gaïd ont réussi non seulement à le neutraliser, mais à le démanteler quasiment d'une façon générale, y compris au ministère où il y avait avec chaque ministre un colonel, au niveau jusqu'aux casernes de l'armée. Au niveau de chaque commandant de caserne, il y avait un BSP du DRS. Alors ils ont réussi la gageure de démanteler ce DRS, de le désarmer, d'en faire une maison vide, puis de le fractionner et de donner ces directions, ces différentes directions, à la direction de l'armée. Tout à fait. Donc, je vous laisse dans poursuivre. cette configuration, dégommer, ça ne veut pas dire anéantir ou effacer
complètement. Et c'est pour ça qu'actuellement, ces commandants, ces généraux sécuritaires, anciennement DRS ou actuellement des CSA, mais dans tous les cas de la sécurité militaire, ils sont encore en action. C'est le volet obscur qu'on ne connaît pas, les gens de l'ombre qu'on ne connaît pas de ce régime et qui continuent d'opérer, qui sont encore à l'ENTV. Le chef qui dicte la ligne éditoriale de l'ENTV, ce n'est pas le responsable de la rédaction, c'est un bureau obscur. Et c'est pour ça que c'était un champ de bataille. Quand il a été désigné par Tebboune, on lui a annulé. Ah oui, par exemple, TV. pour le directeur général des douanes, c'est un poste clé. Parce que le nerf de la guerre dans ce régime, effectivement, ce n'est pas l'argent. C'est le canal d'abord qui conduit à l'argent. Le canal qui conduit à l'argent, c'est la douane. Si on contrôle les douanes... banques, la douane, le trésor public, la Sonatrach. C'est pareil pour la grâce présidentielle qu'a souhaité Tebboune et qui a été torpillée. C'est pareil pour l'instruction à la justice qui a été annulée. Et c'est pareil même pour le cas Mais qui est... Alors, moi, la question est claire. Qui est en train d'annuler les décisions de Tebboune, sachant que c'est l'armée qui a placé Tebboune? Elle n'a pas intérêt à l'humilier, elle n'a pas intérêt à le neutraliser, puisqu'elle cirait la branche sur laquelle elle est assise. Ça est d'un. De deux, qui nomme, ou qui dégomme, ou qui contredit, ou qui contrarie, ou qui décide, sachant que Chenguereha n'a été nommé que par intérim, et que ça a été confirmé par le décret. On n'a jamais vu un décret qui nomme quelqu'un par intérim. Oui. C'est une première historique. En fait, il le fixe pour ne pas le fixer. Absolument. Et en plus, il ne lui donne pas, comme c'est la tradition, le poste de vice-ministre de la Défense. Ça veut dire que Chenguereha, on ne pourrait pas dire c'est lui qui est en train de tout faire, puisqu'il est très affaibli. Alors, d'après vous? Ben justement, je reviens à l'explication initiale, c'est qu'on a aussi le deuxième clan, qui est l'état-major, maintenant avec un chef d'état-major intérimaire et donc qui n'a pas tous ses pouvoirs, ce qui fait que la police politique, et on n'aura pas de nom, parce qu'on peut citer Wassine El Arj, on peut citer Qaïdi, on peut citer tout, mais il y a encore les généraux sécuritaires qu'on ne connaît pas. C'est les gens de l'ombre, c'est ce qu'on appelle le pouvoir réel, à ne pas confondre justement avec l'État profond, parce que l'État profond, c'est la clientèle financière, mais cela, c'est généralement... Administrative, ça, logistique... Exactement, financière. Tribal, partisane. Confrérique, religieuse. Ouais. C'est ça l'état profond. Mais le pouvoir réel, ce sont ces noms qu'on ne connaît pas, ces gens qui agissent dans l'ombre, et c'est eux qui dictent leur comportement. Par contre, eux, ils rappellent toujours à Tebboune qu'ils sont les maîtres du jeu. C'est pour ça que de dire non, ils n'ont pas intérêt à le déstabiliser, en fait, ils ne fonctionnent pas comme ça, en fait, dans leur tête. Puisque chacun est chacun pour soi. C'est pas ça. Le mot central, c'est le pouvoir. Donc, le message envoyé à Tebboune, c'est que vous n'êtes rien, tu n'as pas été élu, tu es quelqu'un de désigné, on t'a désigné, ne te prends pas pour le vrai président. C'est nous qui nous avons fixé. Lui, est-ce qu'il ne savait pas, avant de désigner le DG de l'ENTV et le DG des douanes, il ne savait pas que ce sont des postes hautement sensibles et qu'il valait mieux obtenir un consensus avant de signer le décret? Il ne le savait pas, Tebboune, qui est de la maison, qui connaît tous les petits trucs? Tous les petits trucs, je ne sais pas, parce qu'il ne peut pas rentrer dans leur tête, parce que ce n'est pas des gens, il ne faut pas croire que les généraux sécuritaires, c'est des gens très intelligents, très stratèges. En fait, ils sont dénués de ce pouvoir. C'est pour ça que le peuple algérien doit comprendre que ce qu'on prend pour un sérail n'est qu'un château de cartes. C'est rien du tout. Et c'est pour ça que la confrontation directe maintenant dans la rue, c'est de demander aux détenteurs du vrai pouvoir de se retirer de la scène. Parce que Tebboune, il ne peut pas rentrer dans leur tête. Pour lui, ils ont négocié les ministères régaliens. La télé, bon, ça va, il peut en prendre. Il a tenté, on l'a rappelé à l'ordre de dire « tu ne maîtrises rien ». Et c'est pour ça qu'actuellement, Tebboune, je ne sais pas si cette sortie du procureur, elle s'insère dans une tentative de prendre un peu le dessous, parce qu'il a encaissé beaucoup avec le NTV, avec le DG de la douane, avec la grâce présidentielle, avec même la santé. C'est en train de péter partout. Mais partout. Mais c'est pour ça qu'actuellement, cette méthode de faire, et c'est ça qui est dangereux et qui nous intéresse, c'est que cette méthode de fonctionner, qui est anthropologique et qui n'est pas politique et qui n'est pas juridique et qui n'est pas médiatique, elle menace le pays, elle menace l'État et elle menace la nation. Parce que ces gens n'ont pas cette conception, ils ne fonctionnent pas politiquement. Et ça pourrait dégénérer?
Mais ils peuvent conduire le pays à l'impasse, c'est dégénérer, si ça se dégénère mais entre ils y eux, vont je à sais grands pas. pas, puisque ce régime ne sait rien faire d'autre que d'utiliser de la ressource hydrocarbure, que celle-ci n'est plus là. Mais Donc, bien de toutes sûr. les façons, on va vers le mur, il n'y a pas de doute. On va vers le mur et c'est pour ça que nous disons qu'on a une population qui tire le pays vers le haut et on a un régime qui tire le pays vers le bas, il le pousse à se noyer. Et c'est urgent d'essayer de lui mettre la pression pour l'écarter de la scène. Boukhalifa, ça veut dire qu'on n'arrive pas à comprendre. Qui est en train d'annuler les décisions de Tebboune, qui est en train de susciter des clivages un peu partout, y compris au sein de la justice, y compris au sein du ministère de la Justice, y compris au sein de l'armée, où maintenant on est en train de dire qu'ils sont à couteau tiré. Qui est en train de faire tout ça? C'est-à-dire que si on fait une étude de cas de l'Algérie en termes d'analyse d'une situation politique, on doit voir les rapports de force, on doit voir les groupes d'intérêt, l'expression de ces groupes d'intérêt, que ce soit par des façades civiles ou pas, ou que ce soit parce qu'on peut appeler, parce que les deux concepts ne sont pas effectivement, comme disait Mossab, ne sont pas très clairs entre l'état profond et le pouvoir réel. Donc, quand on voit la stabilité des chaînes de commandement de l'armée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, depuis l'élection, puis même depuis un tout petit peu avant le décès de Gaïd Salah, il n'y a pas eu de remue-ménage à la tête des régions militaires. Donc on est dans une configuration qui est relativement stable. Ce qui échappe, puisqu'il y a eu des restructurations, mais c'était des restructurations d'intrigue, parce qu'il faut se rappeler quand même dans quelles conditions Bouteflika, l'intrigant, a réussi à neutraliser l'Ammari, ce qui n'était pas gagné auparavant. Oui. Il a réussi à les neutraliser par l'intrigue. Donc ça, c'est une pratique constante dans ces régimes. Mais on a l'impression qu'ils ont changé de style. Ce n'est plus cette intrigue de très haut vol de Bouteflika et de ses frères. Là, on a l'impression que c'est des soudards qui sont entrés dans... C'est vraiment l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, quoi. Oui. Et alors après, il y a deux cultures qui s'entrechoquent. Donc vous avez l'image qu'on peut calquer d'ailleurs par erreur. Quand on voit un pays comme la Russie, donc, où tous les organes de pouvoir donc, viennent du KGB, anciennement ou nouvellement, peu ou prou comment il s'appelle. À la tête de l'État russe, on retrouve un officier du KGB, de l'ancien KGB, des services de sécurité. Monsieur Poutine. Ils assument. Donc depuis une vingtaine d'années, on assiste à une espèce à un coup, c'est son Premier ministre qui passe président, lui devient... C'est parce que la Constitution, voilà. Il n'a pas voulu insulter la Constitution. Voilà. Donc il le met à la présidence le temps qu'il passe un mandat, puis il revient. Voilà. Et sur un plan strictement anthropo-historique, pourquoi on ne peut pas refaire ça chez nous? Parce qu'on est très proche des mœurs latines. Parce qu'on a des officiers qui viennent, qui ont été formés dans l'école occidentale, qui consiste quand même à concéder virtuellement à la société une forme de représentation. On a eu depuis 1997 une représentation par quota. Malheureusement, y compris le camp démocratique qui a accepté cette façon de fonctionner, ils ont eu des députés sachant pertinemment combien... Mais c'est des quotas pour Maquignon, ce ne sont pas des quotas par sensibilité sociale, ce sont des quotas qu'on offrait à une clientèle. Mais à partir une de clientèle 97, de Maquignon politique. Mais à partir de 1997, ce que le régime a réussi, c'est qu'il a atomisé ce qui pouvait s'apparenter à un courant démocratique parce qu'ils ont accepté de siéger dans une assemblée. Oui. Croupion. Oui. Ils ont atomisé ce qui restait du noyau qui se revendique comme étant des islamistes, qui ont appliqué le système de l'entrisme depuis 1997. Donc ils ont réussi à neutraliser ce qui pouvait virtuellement leur constituer un problème. Donc c'est la société qui prend le relais depuis une dizaine d'années avec ses lames de fond qui a travaillé. C'était inévitable, on en avait parlé il y a quelques années, même sur votre plateau, on disait il y a des choses qui se passent dans la société et la tentative d'humiliation du peuple algérien avec l'histoire du 5e mandat n'a été qu'un prétexte, n'a été qu'un casus belli qui a provoqué, mais qui n'a pas provoqué, mais qui a incité quand même le peuple à sortir, à revendiquer quelque chose qui a mûri. Ce qui fait que
Ce qui fait que la difficulté de la visibilité, c'est une difficulté qui est structurelle à la nature de ce pouvoir, parce qu'on ne voit pas les véritables décideurs, on ne connaît pas les véritables centres de décision. Mais on peut avoir de l'intuition. On peut avoir de l'intuition et on peut avoir des témoignages des gens qui viennent de ce système. Parce qu'on comprend. Il y a peu de littérature. D'ailleurs, je me suis exprimé un peu sur le sujet publiquement en disant que ce qui nous manque, ce qui nous fait cruellement défaut, c'est la déconstruction. C'est-à-dire, c'est des travaux universitaires qui permettent de déconstruire la véritable nature du régime algérien. Et en cette période, on en aurait vraiment besoin, parce que ça permettrait d'avoir des clés d'interprétation. Des clés d'interprétation, je ne vais pas dire que, à la fois d'analyse, même de spéculation, mais à la limite, elles permettront quand même d'y voir plus clair. Parce que les véritables centres de décision, quelles sont les véritables motivations de ces centres? Ce n'est pas forcément... Est-ce que nous pouvons dire que l'un dans l'autre, ce qui se passe en ce moment, dans ces cercles qui se déchirent ou qui s'apprêtent à s'entre-déchirer, est-ce que nous pouvons dire qu'ils ne sont que dans le haut commandement de l'armée, dans les chefs de l'armée? Ou est-ce qu'il y en a ailleurs aussi? Ah, il y en a ailleurs, il y en a ailleurs. De toute façon... Ailleurs où, à part l'armée? Quels sont ces centres où peuvent naître des noyaux de décision? Ce qui se passe, c'est-à-dire que ces institutions, aussi fantoches soient-elles ou aussi étanches soient-elles, elles ne sont pas si étanches à ce qui se passe dans la société. C'est qu'un an de contestation populaire, un an de travail en profondeur de la société, il y a des gens qui, à un moment donné, souffrent d'un syndrome schizophrénique. Ils se retrouvent intellectuellement dans ce que porte la révolution, de par ses revendications, et un désir de voir les choses avancer, et puis à la fois, donc, ne voulant peut-être pas, pour des raisons structurelles, renoncer à un pouvoir qui leur permet quand même de faire ce qu'ils veulent, mais c'est quand même, ils ne sont pas à l'abri de ce tsunami. Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a des déclics. Le cas du procureur, moi j'ai des doutes, objectivement, j'ai des doutes, comme je vous ai dit, parce que cette fonction, on ne peut pas la révolutionner du jour au lendemain. Et à l'image de cette fonction... Il y a anguille sous roche, selon vous. Oui, ce n'est pas spontané, ce n'est pas un coup de cœur. On n'est pas naïf à ce point pour le penser. Et vous savez... Vous êtes en train de nous dire. Et écoutez, il y a une anecdote qu'on se raconte chez les Algériens. C'est le jour où le Shah est parti faire son pèlerinage. Oui, alors. Et le jour où il est revenu, il avait tout l'accoutrement du Hadji. Tout de blanc vêtu. Toutes les souris étaient venues l'accueillir et tout. Et puis il y a la vieille souris qui était là, elle regarde, elle dit non, mais c'est les yeux qui brillent comme ça, qui sont partis, qui sont revenus. Donc dans le fond, ça ne change pas. Ça ne change pas. On ne peut pas changer du jour au lendemain si ce n'est pas un mouvement. Et le mouvement aurait pu venir de décisions extrêmement importantes. Ce n'est pas un pavé de 64 pages qui va, comme vous dites, on a repris, limite si on n'a pas interviewé quelqu'un qui a digéré toute la littérature du Hirak depuis... Vous parlez du plan d'action du gouvernement. Oui, du plan d'action du gouvernement. C'est incroyable. Vous avez vu la terminologie, vous avez vu mais regardez le paradoxe révélateur. Oui. Révélateur. Il y a eu un chapitre où on dit la promotion de la femme. Vous savez qu'il y a une femme qui a une injonction de porter un voile dans une institution scolaire. Il y a une jeune lycéenne ou collégienne qui a mis fin à ses jours. À cause d'un on a le enseignant qui lui a retour fait de la la remarque. police des mœurs des années 90 parce qu'on s'apprête à approcher à la Saint-Valentin et Dieu sait, l'une des priorités des recteurs de l'université, c'est de faire la chasse aux amoureux. Mais c'est un... C'est-à-dire il y a une différence entre les bonnes intentions affichées et la réalité des choses. Ce ne sont même pas des intentions, parce qu'une intention sous-entend leur accorder un crédit. Ouais. Moi, à titre personnel, je ne leur accorde aucun crédit. Parce que ce qui est clair, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce pouvoir, je pense que depuis un an, a compris quelles étaient les revendications du peuple. Faites Titouche, ce régime est connu de tous, il n'y a aucun doute là-dessus, que sorti des ressources hydrocarbures, sans ces ressources hydrocarbures, il ne sait rien faire. Il ne sait qu'utiliser ces ressources
qu'il sort de la terre. Je rappelle que l'Algérie est le seul pays au monde, d'après ce qu'on m'a dit du moins, à disposer d'une mono-ressource. Tous les pays du monde ont au moins 2 ressources. Par exemple, prenez l'Arabie Saoudite, elle a le pétrole et elle a le pèlerinage, le tourisme religieux, par exemple, Al-Hajj, ou les placements financiers. Même le lait. Ou le lait. Mais l'Algérie est un pays à mono-ressources. Ça veut dire sans pétrole et sans gaz, il n'y a rien, absolument rien. Même les 2% restants, 98%, les 2% restants, ce sont des minerais aussi. Donc, ce régime, ne sachant rien faire, rien entreprendre, rien projeter sans ses ressources, et ces ressources étant en fin de ressources, ça veut dire même les réserves de change vont s'épuiser, ce régime aurait, en toute bonne logique, il aurait été tenté de se dire nous allons au-devant de graves ennuis, d'une situation désastreuse, alors autant nous mettre d'accord, autant nous unir entre nous, ne pas nous mettre des bâtons dans les roues. Ça aurait été la moindre des choses, venant de quelqu'un de moyennement intelligent. Or, c'est tout à fait le contraire. Alors, en plus des sombres perspectives qui viennent vers nous, c'est la guerre entre les clans. Depuis que Gaïd Salah est mort, c'est des généraux qui s'affrontent presque ouvertement. Les Algériens en connaissent au moins 3. Et M. Tebboune, qu'ils ont eux-mêmes placé, eux-mêmes installés par la force contre la volonté du peuple, ils sont en train de le désavouer quasi publiquement. Alors expliquez-moi un peu, faites petite touche, comment ils font ces gens pour agir ainsi. Alors, tout d'abord, je vais revenir un peu sur l'histoire des nominations qui ont été annulées. Et en fait, on se posait la question, qui annule? Et j'ai profité pendant cette période-là, quand vous étiez en train de parler, donc j'ai demandé à un journaliste que je connais être très rigoureux et qui cherche toujours les sources avant d'afficher une quelconque information. Alors, figurez-vous, il me dit, alors, à part s'il l'avait manqué, il n'y a pas eu de décret présidentiel qui aurait été publié. Et que, en fait, l'APS a annoncé la nomination du directeur des douanes et l'APS annonce que l'actuel directeur des douanes reste à sa place et a supprimé la dépêche où elle annonçait la nomination d'un nouveau. Et moi, je suis allé... Pardon, faites un petit touche, juste pour une petite remarque. Pardon, faites un petit touche. Juste une petite remarque. Les décrets ne sont jamais publiés au moment de leur annonce. Ça, c'est un secret que tout le monde... Ce n'est pas un secret. Les décrets sont annoncés, la personne rejoint son poste, et ce n'est que bien plus tard, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois plus tard, que les décrets sont publiés. Mais je vous laisse poursuivre. Donc, il n'y aurait pas à annuler à partir du moment où le décret lui-même n'a pas été officiellement publié. Qu'est-ce qu'il aurait à annuler? De toute façon, il ne sera pas publié. Donc là, on est dans ce jeu-là de l'APS qui nous annonce quelque chose et qui, de toute façon, donc, quand on se pose la question qui a annulé, au final, ce décret présidentiel dont on n'a aucune preuve qu'il aurait été publié parce que, comme vous le dites, c'est une procédure et qu'il ne devait être publié que quelques semaines plus tard, nous n'avons pas la trace que ce décret présidentiel... Si, il y a une trace, Titouche. La validation par le Conseil des ministres. La validation du dit décret par le Conseil des ministres. Ça nous renvoie aussi à la crédibilité qu'on aurait à ce gouvernement, à ce président. Très franchement, un président qui se dit élu par le peuple, qui se dit investi d'une mission, qui est de renouveler cette République, qui se voit ainsi humilié par des interventions d'un peu partout sur toutes les décisions qu'il aurait eu l'intention de prendre, un président comme ça, qu'est-ce qui l'empêche de dire aujourd'hui, de démissionner, de dire que je n'ai pas tous les pouvoirs, de parler au peuple qui l'a élu, au petit peuple qui l'a élu, de lui parler, de dire qu'aujourd'hui nous vivons une situation de crise où je tente de prendre des décisions, il y a des forces
non institutionnels qui m'empêchent de prendre ces décisions. Nous sommes là, en fait, en train d'essayer de comprendre des choses dont nous n'avons pas les clés. Aujourd'hui, nous ne savons pas, est-ce que réellement ces luttes de clans, existent? Est-ce que réellement il y a une partie de ces généraux qui voudraient vraiment aller dans une transition comme l'annonce le programme du président? Mais je vais revenir juste par rapport à ce que vous disiez. Et c'est très important parce qu'elle nous définit tout. Quand vous dites qu'ils ne savent pas faire, moi je pense qu'ils savent faire parce que ce n'est pas compliqué en fait de faire plus ou mieux que ce que fait le régime depuis longtemps. Ce n'est pas compliqué de développer quelques secteurs, de faire avancer un tout petit peu l'économie algérienne au vu du niveau où elle se retrouve, au vu de la pauvreté dont souffre le secteur économique algérien. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils veulent faire autre chose? Parce qu'à partir du moment où vous ouvrez la moindre petite brèche dans n'importe quel secteur pour développer quelque chose, vous avez besoin des compétences. Les compétences ne peuvent pas travailler avec ce régime, ou alors, quand elles travaillent avec ce régime, elles demandent en premier lieu l'autonomie et elles demandent aussi l'indépendance vis-à-vis de tous ces cercles-là. Et restez avec nous, Fat Tétouche. Moussa Hamoudi, vous souhaitez intervenir rapidement? Très rapidement, vraiment très rapidement. Il ne faut pas oublier aussi que dans cette affaire du procureur de la République qui a demandé la relaxation, donc lui, il a demandé la relaxation, la défense a demandé l'acquittement. Donc pourquoi ils n'ont pas été innocentés ces gens? Il y avait un renvoi de la... le juge Melgash Rouhou. Voilà. Et donc, ici, là, ce que veut nous imposer ce régime, c'est une doctrine du paradoxe entre l'acte et la parole. Donc on a dans tous les agissements un paradoxe entre l'acte et la parole. Pourquoi? Parce que justement, ce régime ne fonctionne pas avec la mentalité de l'État-nation, mais avec le clan. Le clan, c'est l'entourage direct. Ce n'est pas l'État-nation. Donc de dire qu'il peut faire, même s'il se maintient, il peut faire un changement économique, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas sa manière de réfléchir. Alors, Aïssa Rahmoun, avant d'en arriver à ce qui s'est passé aujourd'hui à Blida et où vous étiez présent, vous souhaitez peut-être intervenir sur ce dossier avant qu'on passe à autre chose? Sur le dossier de ces gens qui tentent de neutraliser M. Tebboune alors que ce sont eux-mêmes qui l'ont placé à ses charges. Aïssa Rahmoun? Nous l'avons perdu, nous allons essayer de le retrouver. Boukhalifa. Alors, nous allons parler de ce que va nous dire Aïssa Rahmoun au sujet de... les accusations, graves accusations, Saïd Bouteflika contre Ahmed Gaïd Saleh. Il a dit c'est lui qui avait contraint mon frère à se porter candidat au 5e mandat. Donc nous savions déjà, tout le monde sait, que c'était Gaïd Saleh, Saïd Bouteflika et François Hollande qui avaient imposé le 4e mandat de M. Abdelaziz Bouteflika. Tout le monde le sait. Alors que M. Hollande savait très bien, il avait le certificat du Val-de-Grâce entre les mains, que ce monsieur était complètement dans l'incapacité. Donc déjà, Saïd Bouteflika nous ment là. Parce que lui-même, et Gaïd Saleh et François Hollande ont été d'accord pour le 4e mandat. Maintenant, il nous dit, pour le 5e mandat, non, moi au contraire, j'ai été le voir pour lui dire, mon frère ne peut pas se présenter, il est très malade, il faut juste le laisser le temps d'inaugurer le nouvel aéroport et la mosquée et le laisser partir en beauté. Et Gaïd aurait même ramené, d'après Saïd, ramené une lettre qu'il a écrite au nom de l'armée pour féliciter le grand Moujahid Bouteflika et lui permettre de partir par le tapis rouge. Et il nous dit des choses donc absolument incroyables, Saïd Bouteflika, qui est sorti de son mutisme. Oui, mais sorti dans son mutisme, dans quel contexte? Aujourd'hui, pour nous dire que une personne qui est pratiquement dans un état, sur le plan médical, qui est dans un état végétatif, donc qui ne peut ni répondre, ni confirmer, ni infirmer. Voilà. Et encore moins du général défunt qui ne peut pas se défendre, ni confirmer, ni infirmer encore une version. Donc le personnage, lui,
qui était dans les intrigues de son propre frère, qui a été un mécanisme, un rouage dans ce mécanisme, essaye de s'en sortir à bon compte. Parce qu'ils ont un rapport qui est assez complexe avec l'histoire. Donc ce rapport avec l'histoire s'impose quand ils essayent de le tourner à leur avantage. Mais quand il y a eu quand le pays partait à la dérive, quand on ponctionnait 20-30% sur des marchés, donc ce n'était même pas monsieur 20%, c'était monsieur 50%. Donc ils ont avalisé pratiquement, ils ont dilapidé pendant 20 ans. 20 ans, ce qui aurait pu permettre à notre pays d'avancer, que ce soit dans tous les plans. On parle entre 1000 et 1500 milliards de dollars. Oui, le règne des Bouteflika et consorts, qu'est-ce que ça va nous laisser? Ouais. Ça va nous laisser un édifice religieux qui ne servira presque à rien, alors que nos voisins marocains disposent... Vous parlez de la grande mosquée? Oui. Alors que l'Algérie, l'une des terres musulmanes qui dispose d'un ratio de mosquées par habitant qui est l'un des plus élevés dans le monde musulman. Pour le connaître, je viens de la région de la Kabylie, il n'y a pas un village en Kabylie où il n'y a pas 2-3 mosquées. Alors je vous laisse voir ce qu'il y a à l'extérieur. On se retrouve, nos voisins les Marocains disposent de la plus grande centrale solaire au monde. Ouais. Quand ils ont du pétrole, non. Le peu de phosphate qui leur reste, donc, a été complètement... donc ils ont une industrie agroalimentaire, une industrie manufacturière, une industrie automobile. Le moindre petit centimètre carré de terre est exploité. Il faut comparer l'usine de Renault. Renault Maroc avec Renault Algérie, c'est incomparable. Ah oui, mais je vais vous parler d'un tronçon d'autoroute qui fait 75 km au Maroc, qui a été réalisé dans des normes absolument parfaites. Absolument parfaite. C'est une autoroute qui est de la même qualité que les meilleures autoroutes du monde. Mais l'autoroute Est-Ouest restera symptomatique du pouvoir le projet du siècle. Non, le projet du siècle, mais elle restera symptomatique de la nature même de ce pouvoir. Elle sera là éternellement à nous le rappeler. Exactement, avec les morts qu'elle va avoir, avec tous les drames qui vont venir. Et ce n'est que le début, Donc, et à l'image de tout cela, donc aujourd'hui, quand il vient faire amende honorable en rejetant la responsabilité sur quelqu'un... Il ne fait pas amende honorable, hein, il tire à boulet rouge sur Gaët Salah. Il fait amende honorable dans quel sens? Lui, il se dédouane. Oui, il se dédouane. Il dit ni moi ni mon frère, nous voulions d'un 5e mandat. Oui, mais celui qui est concerné par l'accusation ne peut pas répondre. Absolument. Alors, Issa Rahmoun, nous allons bientôt approcher de la fin de l'émission, donc je vous demanderai d'être assez rapide. Issa Rahmoun, au sujet de ces déclarations aujourd'hui, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé au tribunal militaire de Blida aujourd'hui où vous étiez présent? Oui, mais avant de revenir sur ça, je tiens à apporter une petite correction technique et juridique à la fois. Oui. Que un décret est signé, il n'est que publié que 30 jours après la signature. Voilà, et on a vous confirmez. On a vu sur le site de l'APS que l'information a été très vite enlevée, très vite démise du site, et que dans le site, bien au contraire du ministère de la Communication, l'information était toujours là. Ce n'est que quelques heures plus tard, 24 heures plus tard, que l'information au niveau du site de la communication du ministère, du portefeuille, a été aussi enlevée. Donc la signature est un acte et la publication est un autre acte. Absolument. Elle est passée par le Conseil des ministres, approuvée, signée, délibérée. La publication, c'est 30 jours après, sur le plan juridique. Voilà. Quant au procès d'aujourd'hui, effectivement, on se rappelle que durant le procès de première instance, Saïd Bouteflika avait refusé de déclarer, de répondre aux questions du juge en disant qu'il a adopté une stratégie de rupture qui était réservée pour la défense,
Et du coup, il n'avait déclaré aucune chose. Aujourd'hui, je dirais que les déclarations les plus fracassantes venaient du conseiller du président, qui est son frère, entre autres. Je retiens au moins 3 déclarations très importantes. En 2013, les 2 protagonistes du système sécuritaire, comme développé par Ben Ammar Bokhalfa, et je suis tout à fait d'accord, entre autres le général-major Toufiq Medine, patron du DRS, et le Gaïd Salah, essayaient de convaincre Saïd Bouteflika, qui était devenu réellement le décideur au niveau de la présidence. Essayer de convaincre Saïd de dégommer Toufiq, et l'autre, de la même manière, essayer de dégommer le Gaïd Salah. Donc il y avait une lutte entre le Gaïd et Toufiq. Et Saïd disait dans ses déclarations, en étant très courtois, en étant très éduqué, je respectais, même après l'éviction de mon frère, après le départ d'Al-Houari Boumdine, j'ai respecté même les adversaires de mon frère à l'époque. Et du coup, donc j'ai essayé de tempérer, de jouer le trait d'union entre les deux pour les calmer, pour amadouer leur position vis-à-vis l'un envers l'autre. Ça, c'est une déclaration. Donc, il jouait ce trait d'union entre les différents services, les différentes compositions qui servaient de décision politique réelle dans le pays. Deuxième déclaration, c'est qu'il disait qu'en 2014, à l'occasion du 4e mandat, le président étant très malade, ne pouvant pas assumer une campagne électorale, ne pouvant pas parler aux Algériens, l'ex-chef de l'état-major, le Gaïd Salah, avait insisté sur la candidature de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Et c'est lui et son entourage qui ont imposé le 4e mandat. Troisième information, et là c'est parce qu'il s'agit d'une audience rendue publique actuellement, il n'y a plus de devoir de réserve, il n'y a plus de secret d'instruction. Il disait clairement que le 5e mandat, Abdelaziz Bouteflika a reçu 3 visites. La première visite, c'était la visite de Gaïd Salah Ahmed Ouyahia, qui insistait sur la présentation, sur la candidature au 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Deuxième visite, une visite de Gaïd Salah Belaïz Tayyib, le président du Conseil constitutionnel, et Ahmed Ouyahia. Le même sujet était abordé, ils insistaient sur la candidature de Abdelaziz Bouteflika. Et la troisième visite, c'est Ahmed Ouyahia et le Gaïd Salah. Donc, en fin de compte, il faisait partie, il était au cœur de la présidence, au cœur du fonctionnement du clan présidentiel. Je dirais, il avait dit la vérité ou il n'avait pas dit la vérité, mais ça nous renseigne. Et là, les éditos des différents journaux à l'occasion de la présentation et du vouloir de l'ex-président de briguer un 5e. Mais il n'a fourni aucune preuve matérielle, un enregistrement, une vidéo, un enregistrement audio. Non, il n'avait fourni aucune preuve de ce que je vous ai déclaré, ce qu'il a déclaré lui-même. Mais une chose est sûre, c'est quand on revient à la presse nationale de l'époque, le chef de l'état-major l'avait déclaré sur des colonnes de la presse nationale qu'il était favorable à un 5e mandat et un équilibre, ou plutôt une stabilité nationale imposée aux Algériens et au régime en place un 5e mandat. كما يقولوا على كل حال رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأيه خطأ يحتمل الصواب. Merci. Merci. Issa Rahmoun, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Fatih Titouche, le mot de la fin, nous arrivons à la fin de l'émission. Fatih Titouche. Oui, je suis là. Donc, si vous souhaitez dire quelque chose, à plus forte raison,
que demain, mardi, sera le 51e mardi, je crois, des étudiants, manifestations étudiantines très fortes attendues pour demain. Je crois que c'est ça l'essentiel, c'est qu'on reste concentré malgré toutes ces tentatives de manipulation, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Nous savons la certitude que ce que nous voulons, le régime ne peut pas nous l'offrir, si ce n'est en le lui arrachant. Nous voulons un état de droit, nous voulons un état des institutions, nous voulons que les choses fonctionnent normalement, que la justice ne fonctionne plus aux ordres, que les médias soient libres, qu'on puisse se militer pour nos idéaux sans qu'on ait peur d'être mis en prison ou qu'on soit réprimé par une police politique ou une police officielle. Donc c'est ça ce qui est le plus important. Le plus important, c'est cette jeunesse qui va sortir demain. Le plus important, c'est ceux qui sortent le vendredi pour continuer avec détermination ce combat-là pour une Algérie des institutions, une Algérie propre, une Algérie dans laquelle rien que la loi, il n'y a que la loi qui est au-dessus de tout, de tous. Et voilà ce que je peux dire. Merci Fatih Titouche. Alors, Moussab Hammoudi. Pour moi, je voulais juste dire que sur l'affaire de Saïd Bouteflika, c'était la narration d'un apeuré et ça nous montre parce qu'il s'est trouvé même dans la même position que le général Tawfiq qui devait s'allier à Saïd et son clan, ceux mêmes qui l'ont évincé. Donc on voit que ces gens, qu'on leur attribue énormément de puissance au point de l'invincibilité, en fait ils sont actuellement dans un état lamentable et même ce qui nous réconforte, c'est qu'ils s'auto-flagellent en même temps. C'est qu'actuellement c'est un pouvoir faible et ce qu'il y a à retenir, c'est l'action du Hirak. Il est en train d'accomplir des choses magnifiques. Il faut saluer le Hirak a pu casser l'embargo de Thiers de Belabest. Il faut saluer la prestation 5 étoiles à Adrar, ces gens oubliés dans les contrées reculées. Et donc, c'est ça qu'il faut maintenir parce que ce régime est en agonie, il n'a plus lieu d'être. C'est que le problème qui se pose de la police politique qu'il faut cibler parce qu'actuellement elle est aux commandes. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est des gens aussi médiocres que ceux qui sont apparents et que c'est le pouvoir réel. Mais maintenant le mot et la puissance, j'allais dire, n'est pas dans leur camp, mais elle est dans le camp du Hirak. Alors, comme c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors nous allons vous donner une petite rallonge parce que ce serait bien d'appeler quelque chose à l'occasion de votre anniversaire. Merci beaucoup. Franchement, là, vous me faites rougir. Déjà que j'ai eu le coup hier à Place de la République, je ne m'attendais pas du tout. C'est vraiment magnifique. Et c'est très exceptionnel de le fêter avec tous les militants, avec tout ce bonhomme, parce qu'on est un parmi d'autres, rien d'autre, franchement. Et si j'ai quelques minutes, c'est pour appeler encore à la marche. Donc il y aura, parce que la fois passée, j'ai fait l'appel, et on a eu des retombées immenses, parce qu'ils veulent que la marche du 16 février soit une marche européenne. Il y aura qui vont venir de partout. Donc elle sera de République à Bastille à partir de 13h, donc dimanche 16. Et on aura une autre le 22. Donc celle du 16, c'est vraiment pour accompagner, pour booster nos frères en Algérie, qu'ils continuent. Et puis le 22, c'est pour fêter l'anniversaire du première année. L'an 1 de la révolution du 22 février. Et ça est beaucoup plus significatif que le mien. Et donc c'est pour les accompagner. On aura une marche encore le 22. Pareil, de République à Bastille à 13h, ça sera un samedi et ça sera visiblement international parce qu'on a eu des confirmations du Canada. De manifestation mondiale. Mondiale, internationale, il y en a qui vont venir, qui nous ont confirmé du Canada, d'un peu partout. Et donc, il faut aller dans cette escalade parce qu'avec cette médiocrité, cette façon de faire qui va de l'éjection de responsables jusqu'à Serdouk, c'est ce régime qui est dans l'escalade. Il faut qu'on soit nous dans l'escalade. Khalfa. Je voudrais juste revenir sur quelque chose rapidement. Tout à l'heure, c'est vrai que Moussab avait fait un détour du côté de l'État-nation. Je pense que ce n'est pas une deuxième ou une république qui va naître. On est en train de fonder la nation que nous n'avons pas pu fonder en 62. C'est la première république, en fait. En fait, en réalité, je dirais même plus que ça, parce que pour fonder une nation, il faut un contexte et il faut des hommes. En 62, on avait peut-être des hommes, mais le contexte y était, mais il a été complètement galvaudé. Et le système qui en est venu après n'a pas permis de fonder une nation.
C'est vrai. Là, nous avons le contexte et nous avons les hommes et les femmes. Parce que ce peuple-là, qui s'est complètement affranchi de cette léthargie, de cette peur, de tout ce qu'on a pu lui faire, et je pense que le moment est historique. Nous sommes en train de fonder une nation. Les choses vont changer et les paradigmes vont être... ceux qui pensent que nous avons réussi à fonder une nation, moi je dirais pour ma part qu'ils se sont trompés, ils se sont mis le doigt dans l'œil. Mais nous sommes en train de la fonder. Nous sommes en train de la fonder parce que nous la fondons dans l'adversité, nous la fondons avec de nouvelles légitimités. Une vraie union. Et je pense qu'on est en train de transcender ce qui était vécu comme des différences, mais que le peuple est en train de vivre comme une richesse. Absolument. Parce que ça a été vécu comme des vecteurs. La stigmatisation de la différence a permis au pouvoir de rester en place. Donc ma conviction aujourd'hui, c'est que le contexte y est, les hommes sont là, et les femmes. Aïssa Rahmoun, le mot de la fin vous revient. Ben, merci beaucoup. Je pense que l'anniversaire d'Abou Khalfa. Non, t'as Mossab. Ben, joyeux anniversaire, parce que Abou Khalfa, si c'était son anniversaire, ben, je me rappelle de Abou Khalfa, que je respecte beaucoup. Quand on était lycéen, on attendait là où on habitait, parce qu'il était étudiant, très impliqué dans le mouvement politique, pour nous éclairer sur des questions. Et beaucoup de respect pour Abou Khalfa, et joyeux anniversaire aussi au passage, voilà. Donc ce que je voulais dire en fin de compte, c'est que le Hirak, et demain ça va être le mardi des étudiants. Là je pense que la classe politique, l'élite, les syndicats et la société civile sont plus que jamais interpellés. Parce que le Hirak, en fin de compte, il s'agit d'une ambiance sociale, il s'agit de la souveraineté, il s'agit du cri, il s'agit de l'âme du peuple algérien qui s'exprime à travers les marches du mardi et vendredi pour dire ce que doit être l'Algérie de demain. Cette vie ensemble que le peuple algérien, en étant un peuple arc-en-ciel, veut réellement cohabiter avec lui-même. Le peuple algérien veut réapprendre à s'aimer en fin de compte, à se comprendre et à entreprendre ensemble. Que la classe politique et la société civile, le monde syndical et l'élite algérienne soient au devant de la scène politique. Merci. Qui demande le changement radical du système algérien et un passage, une transformation d'une Algérie archaïque à une Algérie développée, une Algérie qui se veut fière et noble et digne à la fois. Aïssa Rahmoun, avant de nous quitter, le verdict, le procès d'aujourd'hui, Louisa Hannoun, Tartag, Saïd Bouteflika et les autres? Le verdict n'est pas encore tombé. Probablement, on attend le téléphone. D'accord. Il se pourrait qu'il soit rendu aujourd'hui? C'est aujourd'hui, probablement tard dans la nuit, mais j'insiste, on attend le téléphone. Qui sonne. Et on attend surtout le téléphone de l'état-major pour donner la vraie orientation. Merci beaucoup, Aïssa Rahmoun. Merci beaucoup, Khalfa Ben Mamar. Mossab Hamoudi, merci beaucoup et bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Fatih Titouche, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. Demain, grande marche des étudiants qui promet d'être énorme. Et il serait bien que, comme d'habitude, les Algériens, les parents des étudiants, leurs frères, leurs sœurs, puissent les accompagner comme d'habitude pour les protéger des brutalités policières. Et Khawa, indissoluble. Et سلمية وبقاو على خير بسلامة. في مسيرة سلمية التغيير معولين اليوم الشعبي ليبري الجيري ليبري الجيري اليوم الشعبي ليبري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش